Vous recevez avec Modou Fall le professeur Abou Kane pour parler du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie sénégalaise. C'est à vous. C'est bien ça. Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Dakar. Bonsoir, professeur Kane, et merci d'être avec nous. Bonsoir, Aram. Bonsoir. Le chef de l'État qui annonce un taux de croissance à 2 chiffres à partir de 2023. Est-ce que c'est réalisable, c'est faisable, ou bien il est en train de rêver? Non, on ne peut pas dire que le chef de l'État est en train de rêver, mais on peut quand même dire qu'il sera très difficile de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres au Sénégal, compte tenu de là d'où l'on vient. En fait, on vient d'une crise et je pense que tout le monde est d'accord que si on vient de très bas ou de très loin, on peut faire un grand bond en avant parce qu'on a de l'élan. Oui. Ça veut dire que en 2021, on peut s'attendre à un taux de croissance qui est assez élevé parce que 2020, c'est moins 0,7 pour le moment. On espère avoir légèrement au-dessus de 0, donc un taux positif. 2022 et 2023 seront des années cruciales, mais je voudrais souligner que lorsqu'on vient d'une crise comme celle-ci, il y a ce que les économistes appellent des anticipations autoréalisatrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents économiques sont pessimistes et leur pessimisme les pousse à ne pas trop investir, à ne pas trop consommer, à ne pas faire certaines choses qu'on attend d'eux. Et lorsque tout ça s'additionne dans un pays, vous voyez souvent qu'on arrive à des taux de croissance inattendus. Et ça, ce n'est pas le propre du Sénégal. Ça, c'est de l'économie. Ce n'est pas de la mécanique ou des mathématiques où c'est 1 + 1 = 2. Parce que les comportements des agents économiques changent en temps de crise. Maintenant, avec le Conseil présidentiel qui s'est tenu aujourd'hui, que moi, je considère comme un groupe consultatif bis, parce qu'en fait, lorsqu'on lançait le PAP 2 du PSE, il y a eu un groupe consultatif à Paris où on rencontrait les partenaires techniques et financiers pour leur présenter le plan d'action prioritaire pour les inviter à financer ce PAP. Maintenant qu'il y a la crise, il y a certaines choses qui ont changé. Nos priorités, même j'allais dire, ont un peu bougé parce qu'il y a des choses qui se sont passées et auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'est très normal de les reconvoquer, mais sous autre version. Aujourd'hui réussir cette relance économique? Bon, pour réussir la relance, ce ne sera pas une chose très aisée du fait que c'est tous les secteurs qui ont été impactés. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous dites que tout est prioritaire, mais en réalité, vous êtes obligé d'opérer des choix. Et les choix que vous allez faire ne sont pas forcément des choix qui seront du goût de tous les acteurs. Parce que chacun croit qu'il y ait la priorité. Et nous avons vu, lorsqu'il s'est agi de mettre 1000 milliards pour soutenir certains, vous avez vu tous les acteurs, le fonds Force Covid-19, tous les acteurs ont pris les micros pour dire oui, l'hôtellerie, l'artisanat, etc., la pêche. Et c'est le même problème auquel un gouvernement peut faire face lorsqu'il est dans cette situation-là. Donc, je dirais que, comme tout le monde l'a dit, on sait qu'au Sénégal, l'agriculture est un moteur important de la croissance. Mais ce n'est pas l'agriculture traditionnelle que nous connaissons. Il faut investir dans l'agroalimentaire, l'agribusiness. Il faut que les produits soient transformés dans le pays pour créer des emplois et créer de la valeur ajoutée. C'est ça qui peut nous faire avancer. Et l'autre chose, c'est de réduire la dépendance à la pluviométrie. Parce que on a un bon hivernage, oui. On va avoir de bonnes récoltes, les chiffres vont exploser dans l'agriculture, mais en 2021, on ne sait pas ce qui va se passer en 2022, en 2023. Et s'il y a une baisse de la pluviométrie,
si on ne comptait que sur l'agriculture, vous voyez, donc on revient à une situation. Donc il y a un autre secteur qui est important dans l'économie sénégalaise, c'est le secteur du transport qui a été largement impacté parce qu'en fait les gens savent qu'au Sénégal l'informel est prépondérant dans l'économie. Et si vous allez dans un secteur comme le transport, vous avez un grand pan de ce secteur qui est informel. Et malheureusement, le secteur bancaire n'est pas très présent dans le financement de l'économie sénégalaise. Donc dans la relance, il faudra avoir le courage de pousser le secteur bancaire à se réformer et à revoir certains critères. Et je dirais même du point de vue macroéconomique et communautaire, le Sénégal et les autres pays de l'UEMOA doivent avoir le courage de poser le problème des critères de convergence de l'UEMOA. C'est vrai qu'il y a une suspension du pacte de convergence, mais il faut qu'on en arrive à rassurer tous les pays pour leur dire par exemple que sur les 2 ou 3 prochaines années, vous avez le droit non plus d'avoir un déficit budgétaire de 3% seulement, maximum, mais jusqu'à 5%. Parce qu'on ne peut pas faire une relance économique sans creuser les déficits. Ça, c'est un rêve. Parce que vous allez vous endetter forcément. Justement, on parle de ça, il y a ces 0,6%. Comment faire un bond de 0,6% à 6%, c'est-à-dire, et surtout faire 2 chiffres de relance donc, du PIB. Concrètement, sur quel levier quand même s'appuyer pour arriver à ce stade? Oui, je parlais tout à l'heure des moteurs, j'ai parlé de l'agriculture. Il y a les BTP qui constituent un secteur aussi important qui par le passé, nous a permis d'enregistrer des taux importants. Donc, il faudra dans la construction qu'on fasse aussi des efforts pour soutenir les acteurs. Et on a parlé de la formalisation de certains acteurs de l'informel, d'accord, mais on sait que ce ne sera pas facile de pousser tout le monde vers la formalisation dans les 2 à 3 prochaines années. Puisqu'on parle de relance, donc on n'est pas dans le long terme, on est dans le court terme. Donc il faut voir les activités ou les actions qui peuvent se faire dans le court terme. L'autre problème qu'on pourrait aussi adresser et régler, c'est la dépendance alimentaire. Parce que le Sénégal importe trop. Si vous regardez les gros volumes d'importation que nous avons, c'est en général 3 choses. C'est d'abord les produits pétroliers, il y a ensuite les biens d'équipement et enfin les produits alimentaires. Et tant que vous dépendez trop de l'extérieur sur ces 3 aspects-là, l'alimentation, l'énergie et les biens d'équipement, donc les machines et tout ce que vous faites, le matériel de production, mais vous allez peut-être créer de la croissance, mais ça ne sera pas une croissance qui sera vertueuse et inclusive comme on le souhaite. D'ailleurs, toutes les analyses le montrent, parce que malgré tout ce qu'on a prévu comme investissement massif pour le plan de relance, le taux de pauvreté au Sénégal va bouger, l'incidence de la pauvreté va juste diminuer de quelques 4 points de pourcentage. Et normalement, on devrait avoir un grand changement par rapport à la pauvreté. Donc ça pose le problème de la redistribution des fruits de la croissance. Mais pour terminer sur cette question-là, j'insiste sur le fait que quitter moins 0, etc. ou 0, aller jusqu'à 5, ça peut paraître facile, c'est même plus facile, mais quitter 5, quelques %, aller à 7 et quelques, puis à 13, c'est là le plus difficile à faire. Et comme j'ai dit, les comportements des agents économiques ne seront pas forcément comme on les prévoit sur les ordinateurs. Ça, c'est une chose importante. J'aimerais m'arrêter au budget 2021, puisque le chef de l'État a avancé un chiffre, 3 900 milliards, ce qui est en deçà de ce qu'on avait en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, cela veut dire qu'on aura une contraction des interventions de l'État? Oui, forcément, si le budget, parce que le budget c'est un instrument de politique économique, plus le budget augmente, plus l'État a une marge de manœuvre pour intervenir dans l'économie. Donc si on réduit le budget,
cela veut dire qu'on devra serrer la ceinture. Maintenant, il y a un problème qui est commun à tous les pays en développement. C'est la qualité de la dépense. Donc, ce n'est pas parce qu'on réduit le budget qu'on doit forcément s'attendre à une catastrophe. Parce que, en fait, on peut jouer sur ce qu'on appelle la rationalisation des dépenses publiques. On sait qu'il y a trop de gaspillage dans nos pays. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Il y a des dépenses que je ne qualifierai pas d'inutiles, mais des dépenses, en tout cas, qui ne sont pas prioritaires. Donc, l'État peut regarder toutes ces niches et puis dire que désormais, je ne ferai plus ça. Et ça peut vous amener à un budget plus faible, mais le signal que les agents perçoivent, c'est que bon, l'État va nous demander de serrer la ceinture. Mais en réalité, ça peut même donner un résultat positif. Quelle est l'orientation à donner à la politique budgétaire du Sénégal? Bon, l'orientation qui est donnée jusqu'à présent, c'est une orientation qui est basée sur ce que toute l'UEMOA a fait. Parce que le Sénégal n'est pas un pays qui peut faire isolé, qui peut faire ce qu'il veut en matière de politique budgétaire, parce qu'il y a des contraintes. J'en parlais tout à l'heure. Donc là, c'est juste un changement de priorité qu'il faut opérer. Et je pense que le chef de l'État a brossé un peu ce matin, parce que j'ai suivi dans les médias, moi je n'étais pas là-bas, il a parlé de certains secteurs prioritaires comme l'agriculture, le secteur pharmaceutique. 30 milliards pour l'artisanat. Voilà, l'artisanat, il y a la pêche. En fait, tous les secteurs sont prioritaires. Maintenant, le problème, c'est lorsqu'on fait une dépense dans un secteur, est-ce qu'on doit s'attendre tout de suite à avoir des retombées en termes de points de croissance? Et c'est ça la question, parce que même le secteur de l'éducation et de la formation, il est important. Mais on sait que ce n'est pas parce qu'on aura investi beaucoup d'argent dans l'éducation et la formation en 2021 ou en 2022 qu'on va avoir tout de suite le résultat. Ce que disait déjà le chef de l'État, c'est que dans le secteur de la santé et de l'éducation, on investit plus. C'est 1250 milliards sur un budget de 3900. Peut-être des résultats assez insuffisants. Oui, les résultats sont insuffisants parce que déjà, si vous regardez la durée moyenne de scolarisation d'un Sénégalais, au Sénégal, je dirais, au Sénégal, c'est 3 ans. C'est-à-dire, si vous prenez tous les Sénégalais en moyenne, chacun a 3 années de scolarisation. Vous savez, et vous voyez des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus, etc. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas concernée par les investissements qui se font dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de la santé, on a vu, la Covid a montré les limites de nos systèmes sanitaires. Ça, tout le monde le sait. Et on va peut-être y remédier. Mais moi, je pense qu'il sera aussi important d'investir dans les petites et moyennes industries. Parce que c'est ça qui peut nous donner des résultats dans le court terme. Il faut investir dans la production. Le capital humain, c'est bien dans le long terme, dans le moyen long terme. Mais si on veut voir des résultats dans 2 ans, dans 3 ans, il faut, en plus de cela, donc je ne dis pas qu'il faut carrément laisser, par exemple, sur le secteur de l'éducation, mais il faudra mettre un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, pour les aider à se relever pour celles qui étaient encore à terre et pour celles qui avaient commencé à se signaler un peu avec la Covid, pour les aider à éclore et à s'épanouir. Dans ce nouveau schéma qui sera dessiné pour la relance économique après ces concertations, quelle devrait être la place du secteur privé national? Justement, le secteur privé est attendu sur 2 plans. Il est attendu sur le financement, donc pour qu'il apporte des fonds au plan de relance, mais il est attendu aussi dans son efficacité. Parce que au Sénégal, on a l'habitude de voir souvent des acteurs du secteur privé qui sont très frileux et qui ne pensent qu'à la fiscalité. Ils disent toujours que oui, surtout une fiscalité assez élevée. Hein, le taux d'imposition est élevé, ainsi de suite. C'est vrai, mais aussi il faut qu'ils sachent que le Sénégal est un pays en développement qui compte d'abord sur la fiscalité. Le problème du Sénégal actuellement, d'ailleurs, c'est ça. Si la croissance baisse, comme elle est actuellement, ça veut dire que les activités économiques aussi ont baissé. Et s'il n'y a pas beaucoup d'activités, vous n'avez pas beaucoup de recettes.
Et c'est là où le bas blesse. Mais pour une bonne croissance, est-ce qu'on ne doit pas quand même exonérer le secteur privé sénégalais pour qu'il se booste et que voilà, créer des investissements surtout? Oui, c'était déjà fait dans le plan de résilience. Parce qu'avant ce plan de relance, il y avait le plan de résilience. Et dans ce plan de résilience de 1000 milliards, je peux dire les 80% ou un peu plus de 80% étaient destinés au secteur privé. Donc, à mon avis, on a permis au secteur privé de se relever. Maintenant, il s'est relevé, en tout cas, il est censé s'être relevé, et on l'attend pour la relance. Mais on ne peut pas aussi tout le temps voilà, donner au secteur privé, exonérer, parce que les exonérations nous coûtent cher aussi. Les exonérations nous coûtent cher. Et l'État est en train de chercher des fonds. Vous voyez que le taux d'endettement actuellement est presque à 70%. On est à 69, donc on a presque atteint le plafond communautaire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important qu'on change ces critères-là pour les 2 à 3 prochaines années, qu'on permette aux États de s'endetter jusqu'à un niveau supérieur à 70% du PIB et qu'on permette aux États aussi d'avoir un déficit budgétaire bien supérieur à 3%. Par rapport à ce côté, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement adopter l'appel du chef de l'État, annuler tout simplement cette dette pour permettre peut-être aux États africains, par exemple, de pouvoir se relancer sur le plan économique? Oui, si on arrivait à annuler la dette, ce serait l'idéal, hein? Ce serait l'idéal. Mais ce n'est pas la première fois. Mais le problème, oui, il y a eu des initiatives d'annulation de la dette par le passé. Mais le problème aussi de l'annulation de la dette, c'est que c'est un mauvais signal pour certains. Pourquoi? Parce que si vous criez partout, vous dites qu'il faut annuler la dette, je ne peux plus la supporter, bon, on peut vous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas trop résilient. Et si on vous perçoit comme un pays qui n'est pas trop résilient, ou en tout cas une zone, si c'est l'Afrique, quoi, si c'est la CEDEAO, une zone qui n'est pas très résiliente, ça peut aussi jouer sur les intentions d'investissement. Donc c'est pourquoi peut-être il est bon d'en parler, de faire le plaidoyer, mais à mon avis, on ne doit pas trop insister sur ces aspects-là. Maintenant, il y a d'autres qui demandent l'annulation de la dette pour une autre raison, c'est-à-dire c'est une raison de justice sociale. Ils disent que voilà, d'équité, nous avons déjà payé la dette. Bon, si c'est ça, je peux même dire c'est philosophique, parce que bon, il y a à boire et à manger dans ça, mais si on s'en tient vraiment à l'analyse purement économique, hein, sans parler de l'esclavage, de la colonisation, ainsi de suite, moi je pense que si on arrive à annuler de la dette, effectivement, ce serait une grande bouffée d'oxygène pour tous les États, parce que le service de la dette pèse très lourd sur les finances publiques. Mais on va essayer de comprendre, c'est-à-dire pour relancer cette économie sénégalaise, on ne peut pas comprendre que l'éducation et la santé s'estiment déjà à 1250 milliards sur un budget de 3900 quelques milliards. C'est-à-dire, quelle est la place quand même qu'on a pour relancer soit nos investissements et la matérialisation surtout de nos projets qui demain pourront nous apporter également des dividendes. Bon, ce qu'il faut savoir aussi dans l'éducation et la formation, c'est que les 80 ou 90% des chiffres annoncés sont des salaires ou des frais de fonctionnement du système éducatif. Déjà, c'est un budget de 1000 milliards. Voilà, ou du système de santé. Maintenant, pour le reste, ça va être affecté à des secteurs productifs. Et il y a aussi l'appel qui est fait au secteur privé et l'appel qui est fait aux partenaires techniques et financiers. Donc, il ne faut pas juste considérer que c'est le budget de l'État seulement. Bon, en tout cas, les recettes. Parce que dans le budget aussi, il y a ces financements-là extérieurs. Mais il ne faut pas considérer que ce sont les recettes de l'État seulement qui vont permettre de dérouler l'activité économique. Donc, le secteur privé devra, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouer le rôle qu'on attend depuis la première phase du PSE d'ailleurs, et rôle qu'il n'a pas joué, n'est-ce pas? Donc, pour la deuxième phase, on avait mis l'accent sur le secteur privé. Avant même qu'on ne parle de Covid, c'est le secteur privé qui était au cœur de toutes les initiatives. Bon, malheureusement, la Covid est arrivée pour changer un peu la donne, et là, c'est le secteur privé lui-même qui dit qu'il n'est pas assis confortablement. Et justement, est-ce qu'on n'attend pas trop de ce secteur privé? Parce que moi, je pense qu'il y a le soutien qu'il faut venant de nos politiques. Voilà, qu'il y a un réel problème
par rapport au secteur privé sénégalais et je dirais de l'UEMOA, de la zone UEMOA, et c'est pas de leur faute, on a accepté des règles qui ne nous arrangent pas. En fait, des fois, il faut savoir protéger son secteur privé. Et moi, je pense que le secteur privé n'est pas suffisamment protégé dans nos pays parce que on veut mettre notre secteur privé sur le même pied que le secteur privé international. Et c'est même pas, ils ne boxent même pas dans la même catégorie. Et bon, malheureusement, c'est des accords ou des conventions qui bloquent un peu nos États. Mais je sais qu'il y a de la volonté au niveau du secteur privé. Et si on parvenait à avoir, encore une fois, le courage d'imposer certaines choses pour protéger notre secteur privé national et nos producteurs locaux, je pense qu'on s'en sortirait mieux que ce qu'on est en train d'observer actuellement. Merci beaucoup, professeur Abou Kane, assesseur de la FASEC, la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. Merci également à Modou Fall et à vous qui nous suivez de partout. Direction Touba, où nous retrouvons Chérif Dia pour l'édition destinée au Grand Magal de Touba. Bonsoir Chérif. Chérif Dia. Oui, je vous entends, Aram. Bonsoir. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à l'actualité forte du jour à Touba? Merci, Aram. Une forte actualité, mesdames, messieurs, dans ce journal du Magal. Nous allons le suivre tout de suite après cette page publicitaire. Magalum Jamma, Teddy Sakongen Watandeko, Ndigli.